Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Kétani. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous avons choisi pour ce soir un auteur qui mérite d'être connu par les jeunes générations et qui s'appelle Rabah Bellamri. En tout cas, il a marqué la nôtre. C'est un récit d'enfance qu'il a appelé Le soleil sous le tamis, et Jean Desjeux, donc un des premiers critiques littéraires qui se soit intéressé à la littérature algérienne de langue française, en dit la chose suivante. Le récit de Bellamri, Le soleil sous le tamis, est plein de spontanéité, de fraîcheur, de vérité. Son vocabulaire ne manque parfois pas de verdeur que d'aucuns trouveront peut-être osée. Disons que cette verdeur est audacieuse et qu'elle fait partie, elle aussi, de l'authenticité et de la vérité du récit. L'auteur appelle un chat, comme le font les jeunes auteurs maghrébins d'aujourd'hui en général. Les réalités étant ce qu'elles sont, il n'est pas question de cacher le soleil avec un tamis. Prête-moi ta plume. L'inconscience et la brutalité accompagnaient régulièrement nos jeux. Nous grimpions sur les poteaux électriques, témérité qui donnait à nos pauvres mères des sueurs froides. Nous courions comme des fous sur la route du Beylik avec nos randas, cerceaux métalliques que nous poussions devant nous à l'aide d'un fil de fer recourbé à une extrémité. Nous simulions des combats qui se terminaient par des rounds sans complaisance. Quant au mufle de la vache, il était sans aucun doute à éviter aux constitutions fragiles. Imaginez un garçon d'une dizaine d'années placé devant un mur, le corps en équerre, et ses camarades, une demi-douzaine d'espiègles, fonçant de loin et grimpant tous à la fois sur son dos, cramponnés les uns aux autres pour ne pas tomber. Il ne devait descendre qu'après avoir compté jusqu'à 100. Bien entendu, quelques secondes à peine suffisaient pour que le petit Hercule chancelât sous son intolérable fardeau avant de s'écrouler, provoquant une dégringolade générale dont il faisait les frais tout particulièrement. Dans le jeu des osselets, la violence était exercée de la manière la plus franche. Elle en constituait l'enjeu et ne pouvait par conséquent donner lieu à des regimbements. À l'issue de la première partie, on attribuait au gagnant le titre de sultan. Celui-ci nommait un vizir bourreau et jusqu'à sa déposition, prononçait des sentences à l'encontre des joueurs que le sort ne favorisait pas. Ces peines étaient au nombre de 3, toutes aussi terribles les unes que les autres. Il y avait la hache, un coup asséné sur la nuque avec le tranchant de la main, le gourdin, un formidable coup de poing entre les omoplates, et la plus exécrable, l'appendice carabiné, exécuté avec le coude et le poing. Les jouets manufacturés étaient quasi inexistants dans nos distractions d'enfants, ou réduits à des débris de pièces glanées sur la décharge, provenant des poubelles françaises, à quelques insignifiants personnages sortis des boîtes de savon, à de rares cadeaux offerts par le missionnaire anglais au Nouvel An. Les enfants les mieux lotis à cet égard étaient ceux dont la mère, la sœur, la tante ou la grand-mère étaient femmes de ménage dans une famille française. Ils héritaient en effet de tous les jouets dédaignés par le petit Français parce que, tant soit peu cabossés, détraqués ou simplement victimes d'un sentiment de lassitude.
grâce à ma bonne tante Tassadit, qui a passé le plus clair de son existence à frotter le carrelage des Français, j'ai bénéficié quelque peu de cette manne. Mais j'étais loin d'avoir la chance de mon voisin Ammar, qui accompagnait sa mère sur son lieu de travail pour jouer avec le petit Français. Ammar me parlait sans cesse des jouets merveilleux de son camarade, se vantant de pouvoir les manipuler à son gré comme s'ils étaient les siens propres. « Toi, tu n'as jamais un train, tu sais même pas comment il est fait. Eh bien moi je sais, je l'ai touché, je l'ai vu marcher sur ses baguettes. Et le singe qui danse tout seul, tu ne l'as jamais vu, ne mens pas. Il n'y a que les enfants des Français qui ont un singe qui danse. Il me fait beaucoup rire. Je le préfère au serpent qui rampe tout seul. Il m'a fait peur, le serpent, la première fois que je l'ai vu. On dirait un vrai. Et le vélo, t'es jamais monté sur un vélo, toi? Moi, le fils d'Héroumi, m'a déjà appris à le conduire. Un jour, je viendrai jusque-là à vélo et tout le monde me verra. Pour remplacer les bicyclettes que nous ne pouvions pas avoir, nous fabriquions, au moyen de planches, de clous et de 3 roulements à billes, des carrioles appelées carrossa. Nous le faisions généralement en cachette du père qui voyait dans cet engin une source d'ennui public, car, pour bien rouler, nous utilisions les routes goudronnées et fortement inclinées. Le grand jour de la carrossa correspondait au premier jour du printemps. Quand c'était jour de classe, nous nous donnions le mot pour sécher les cours. Montés par grappes de 3 ou 4, nous partions dans un tintamarre d'enfer hors du village. Le pilotage revenait de droit au propriétaire de la carriole, qui, couché sur le ventre, tenait à pleine main le guidon. Sous les ovations de ses passagers, la carrossa filait à toute allure pour ne s'arrêter qu'au bas de la pente. Comme système de freinage, nous ne connaissions que les embardés dans les fossés. C'était du reste uniquement à ce prix que les autos croisées au hasard des tournants ne nous écrasaient pas. Ce n'est qu'au coucher du soleil que nous retournions au village, crottés, écorchés, rétamés de vitesse et traînant derrière nous nos carrioles en piteux état. Nous n'oublions jamais de ramener à nos mères un bouquet de narcisses pour nous ménager une fois de plus leur indulgence. Prête-moi ta plume. حبيت اليوم نغني عليك ياللي ديما في بالي في بالي زمان داني بعيد عليك يا جزاير يا بلادي بلادي يا الجزائر يا بلادي بلادي. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Après Dib et Mourad Jebel à l'occasion, nous voudrions prendre cette fois-ci des textes plus courts et avoir votre avis sur notre page Facebook qui porte le même nom que l'émission « Prête-moi ta plume ». Alors dites-nous vite si vous préférez ce genre de texte plus court ou des œuvres plus complètes. Si vous préférez des textes plus récents ou des textes classiques, plus anciens, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, eh bien c'est Zoubir qui a choisi le menu. Et il avait envie que je vous lise quelques contes, choisis par lui. Prête-moi ta plume. Il était une fois une femme qui se désolait de n'avoir pas d'enfant. Un jour,
Alors qu'elle cuisinait, elle aperçut un tout petit serpent au fond de la cheminée. Elle le trouva si mignon qu'elle dit tout haut: « Oh mon Dieu, si seulement j'avais un enfant, même si c'était un serpent !» Chose incroyable, son vœu fut exaucé, et 9 mois après, elle mit au monde un petit serpent. Malgré le désagrément éprouvé par cette naissance, les parents le nommèrent Sami et lui donnèrent toute leur affection. Toutefois, ils s'accordèrent de le garder caché dans la maison. Mais Sami, bien qu'obéissant, se montra vite exigeant. Un jour, après avoir regardé par la fenêtre, il interpella sa mère. « Maman, habille-moi, je veux sortir jouer avec les autres enfants. »« Mais tu ne peux pas, tu es un serpent, » répondit tristement la mère. « Puisque c'est ainsi, je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Sa mère, très inquiète, finit par céder, et Sami se fit beaucoup d'amis. Quelque temps après, à l'approche de l'été, pour la célébration de la circoncision, toutes les mamans tissèrent à leurs garçons des burnous blancs et des chéchias rouges. Sami s'enthousiasma. « Moi aussi, je veux être circoncis !» Sa mère tenta encore une fois de le raisonner. « Tu ne peux pas, tu es un serpent. »« Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Contrainte et forcée, elle lui organisa une fête et lui tissa un burnous et une chachia. Le temps passa, et un matin, Sami vit ses camarades, ardoise à la main, se diriger vers l'école. Il courut trouver sa mère. « Je veux étudier comme mes amis. »« Tu ne peux pas, tu es un serpent. »« Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Ses parents se concertèrent et son père le conduisit chez le maître d'école, qui fort heureusement accepta de l'inscrire. Et Sami devint un très bon élève. Longtemps après, alors que tous les enfants avaient grandi, une grande course de chevaux s'organisa. Chaque jeune homme devait y participer. Les jeunes filles, joliment parées, attendaient sur la ligne d'arrivée. Le champion serait choisi comme époux par la plus belle de toutes. Sami se préparait d'être de la partie quand sa mère lui dit « Tu ne peux pas, tu es un serpent. »« Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Finalement, son père lui harnacha un magnifique cheval, et Sami provoqua la surprise en arrivant le premier. « Hurrah! Sami est notre champion !» cria la foule. Hélas, aucune des filles ne voulut de lui comme mari. Inconsolable, Sami rampa et se glissa sous les couvertures. Il menaça de ne plus s'alimenter jusqu'au jour où on lui trouverait une fiancée. Sa mère, contrainte et forcée, munie d'un panier garni de cadeaux, se mit à la recherche d'une jeune fille à marier. Elle en trouva une, et le mariage s'organisa. Le soir des noces, on introduisit la mariée vêtue de sa robe blanche dans la chambre nuptiale et on l'installa sur le lit. Sami, qui était caché sur la poutre du plafond, se laissa tomber dans son giron. La pauvre fille s'enfuit en hurlant « Au secours, un serpent !»
Samy retourna se coucher, refusa de manger. Sa mère, désespérée, reprit son panier et demanda la main d'une autre jeune fille. Le soir du mariage, Samy se laissa de nouveau tomber dans le giron de la mariée. Celle-ci, contrairement à la précédente, le prit dans ses mains et dit avec tendresse : « Si c'est cela le mari que le ciel m'envoie, il est le bienvenu. » Dès qu'elle prononça ces mots, un miracle se produisit. Le serpent se mua en magnifique jeune homme. Il se vêtut d'un burnous blanc, se coiffa d'une chéchia rouge et se présenta devant les invités au bras de sa femme. Tout le monde était ravi et la fête dura plusieurs jours et plusieurs nuits. Vous pouvez me croire, car j'y étais. Mon histoire a disparu et moi, je suis revenue. Prête-moi ta plume. حلوا البيبان رانا جايين حلاوة اللسان الكلام الرزين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان رانا غير جايزين هو وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان 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 رانا غير جايزين هوا وميزان الصوت الحنين حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان حلوا البيبان. Pour se trouver un vizir, un grand sultan posa une énigme à ses sujets. C'est un arbre qui possède 12 branches. Chacune des branches comporte 30 feuilles, et chacune des feuilles renferme 5 graines. Sera mon vizir celui qui, dès demain, me rapportera la réponse. Il arrivera au palais, nu et habillé à la fois, transporté et marchant à la fois. Parmi les hommes se trouvait un paysan ambitieux. Il courut consulter sa fille qu'il savait intelligente. Sans hésiter, elle lui dévoila la solution. « Père, l'arbre représente l'année, les branches les 12 mois, les feuilles les 30 jours. Quant aux graines, elles sont les 5 prières quotidiennes qu'effectue le musulman. »« Ah, oui, mais comment être nu et habillé à la fois? Et comment me déplacer à pied tout en étant transporté? C'est simple. Demain, très tôt, tu t'habilleras du seul vêtement que je vais te confectionner à partir d'un filet de pêcheur. Tu seras donc à la fois habillé et nu. Ensuite, tu n'auras qu'à monter sur notre jeune baudet. Comme tu as de longues jambes, elles toucheront le sol. Tu seras donc à pied et à dos d'âne. À l'aube, le paysan triompha et le sultan, qui apprécia son intelligence, en fit son vizir. Ainsi, le nouveau vizir gouverna grâce à l'aide discrète de sa fille. Mais avec le temps, le sultan, qui était un homme d'esprit, eut un doute à son sujet. Un jour, il l'interrogea. « Voilà un moment que je t'observe. Tes solutions, bien qu'efficaces, ne me semblent pas être le fruit d'une intelligence masculine. Non. Éclaire-moi par la vérité et tu seras pardonné.
Si je découvre que tu m'as menti, je te ferai couper la tête. » Le vizir, confus, avoua. « Sire, je vous demande pardon. C'est ma fille unique qui me conseille. » Le monarque, qui n'avait pas trouvé la femme de ses rêves, lui pardonna et lui demanda la main de sa fille. Cette dernière accepta. Mais le sultan exigea d'elle de ne jamais intervenir dans les affaires du royaume sans y être invitée. Elle en fit serment. Le temps s'écoula dans l'harmonie et le respect des convenances, jusqu'au jour où un verdict injuste, rendu par le sultan, suscita le courroux de la jeune femme. Un pauvre paysan se trouva dépossédé de son ânon par un riche marchand qui prétendait que ce petit âne était né de sa mule. Et le sultan avait donné raison au marchand, bien que chacun sût que les mules sont stériles. Le paysan, débouté, l'air attristé, quittait le palais quand la sultane l'interpella de sa fenêtre. « Hé, homme de bien, approche, je vais t'aider à récupérer ton animal. » Intrigué, le paysan écouta attentivement le conseil qu'elle lui souffla, et le sourire aux lèvres, il s'en retourna dans la salle d'audience et demanda la parole. « Sire, j'ai oublié de vous signaler un autre étrange phénomène dont j'ai été témoin. »« Lequel ? Parle vite. » »« Un banc de poissons paissés dans le champ du marchand. »« Des poissons qui paissent ? Tu te moques de moi ? Ô grand sultan, pourquoi ne pas admettre que tout peut arriver à l'époque où les mules mettent bas ? » Le sultan admit son erreur et fit restituer son bien au paysan, non sans exiger de lui une explication. « Dis-moi, pourquoi t'es-tu ravisé ? De qui tiens-tu ces répliques astucieuses ? » ?»« D'une aimable femme du palais à sa fenêtre, sire. » Le sultan, furieux, se précipita auprès de son épouse. « Tu as rompu le pacte. Tu es intervenu dans les affaires du royaume sans que je te le demande. Emporte tout ce à quoi tu tiens et quitte ce palais dès demain matin. » La jeune femme accepta sans broncher la décision souveraine. Pour leur dernier dîner, discrètement, elle versa une poudre soporifique dans le café du sultan. Dès qu'il sombra dans un sommeil profond, elle l'enferma dans un coffre et l'emporta avec elle. Le lendemain, lorsque le sultan ouvrit les yeux, il fulmina. « Que fais-tu encore à mes côtés ? Ne t'ai-je pas ordonné de t'en aller ? Mais où suis-je » Elle répondit d'une voix tendre. « Mon Seigneur, je suis partie, et tu as bien précisé que je pouvais emporter avec moi tout ce à quoi je tenais, n'est-ce pas ? Et comme tu es mon bien le plus précieux, c'est toi que j'ai emporté. » Le sultan, désarmé, ne put retenir un sourire affectueux. Il dit alors avec douceur, « Mon épouse, je dois admettre que tu es vraiment subtile et sage. Je te décharge désormais de ton serment, car tes conseils me sont les plus précieux. Retournons chez nous à présent. » Mon histoire a suivi le cours de la rivière, et moi, je suis restée avec les seigneurs. Prête-moi ta plume. Hey,
معانا نزهة وسلامي للي جاو معانا سهراني وحبابي وشباب كيما حبوا يلقاو ربو الحنا وغناو والخالة والعمات الوحدة والشهدات وبالفرحة لأمي ما بكات وخاوتها مش مولين وما بها الروح الفات يدعي ليها بالبركات وحجب العين آيات من نور سورة ياسين. هيا ومعانا نزهة وسلامي اللي جا معانا سهرانين وحبابي والشبغان حبوا يلقاو ربنا وغناو الرقص اتنين اتنين والعرايس فرحانين. هيا ومعانا نزهة وسلامي اللي جاو معانا سهراني نبي والشباب كيما حبوا يلقاو ربطوا الحلا وغناو والاهل مع الانساب عالسنة والكتاب صاروا خاوة وحباب من رب العالمين والخير يفتح الباب كاين ربي نواب والعقوبة للعزاب ومن راهم مخطوبين. هيا ومعانا نزهة وسلامي اللي جا معانا سهرانين وحبابي والشباب كيما حبوا يلقاو ربنا وغناو الرقص اتنين اتنين والعرايس فرحانين. هيا ومعانا نزهة وسلامي اللي جاو معانا سهراني وحبابي والشباب كيما حبوا يلقاو ربو الحلا وغناو العيطة شاوي راي والقلاوي مع هياي وللشعب راني جاي والقبايلي تغراتي المعاي والسطايفي وين هواي وصبوا القهوة والشاي والحلوى بال الزين. هيا ومعانا نزهة وسلامي اللي جا معانا سهرانين حبابي والشبغان كيما حبوا يلقاو ربنا وغناو الرقص اتنين اتنين والعرايس فرحانين. والعرايس Dans la tribu nomade des Banu Hillel, le jeune Dieb, fils du chef Ghanem, était le meilleur des bergers. Rusé, grand cavalier, il maniait le sabre, parlait aux plantes et interrogeait le sable. Un jour, avant de changer de campement, les sages de la tribu désignèrent un groupe de jeunes garçons pour repérer les terres de leur nouvelle destination. C'était une épreuve d'initiation. Fiers d'entrer ainsi dans le cercle étroit des initiés, ils enfourchèrent leurs chevaux et galopèrent à bride abattue. Quelques jours après, ils revinrent fourbus de fatigue. Pressés de se reposer, ils entravèrent leur monture en aval de la réunion des sages qui les attendait. Seul, parmi eux, Dieb prit la peine d'entraver sa jument en amont
et fit les salutations d'usage avant de rejoindre la tente de ses parents. Un peu plus tard, les jeunes se présentèrent dignement devant leurs aînés qui les interrogèrent. « Alors, ce voyage, qu'en avez-vous retenu ?»« Rien de bien particulier, » répondirent les jeunes nomades. Ghanem regarda son fils et insista. « Et toi, Dieb, as-tu quelque chose à ajouter ?» Et à Dieb d'expliquer. « Nous n'avons effectivement pas vu âme qui vive, mais la terre que nous avons repérée venait d'être traversée par une longue caravane, une caravane qui comptait un dromadaire borgne, un dromadaire sans queue, un homme gaucher, une femme enceinte et une chienne qui venait d'avoir une portée. Les anciens qui savaient la marque de la lignée tendirent leurs oreilles afin de n'en rien rater. « Comment peux-tu être si précis alors qu'il n'y avait pas âme qui vive ?» Et Dieb, inclinant légèrement la tête vers le bas en signe de respect, continua. Les traces de la caravane sur le sol étaient visibles. Quant au reste, voici mes observations. Le dromadaire était borgne, car sur le bord de la route, l'herbe n'était broutée que d'un seul côté, preuve que l'animal ne voit que d'un œil. L'autre dromadaire était sans queue, car il était le seul à avoir les crottes alignées, preuve qu'il ne pouvait les disperser en agitant la queue. « Et l'homme gaucher, et la femme enceinte ?» insista un homme de l'assemblée. « Le sable parle. Comme vous le savez, les nomades ne se séparent jamais de leurs bâtons, prêts à se battre en cas de danger. L'un d'entre eux qui suivait à pied portait constamment le sien de la main gauche. Quant à la femme enceinte, ses pas sur le sable montraient qu'en marchant, elle appuyait beaucoup plus sur les talons. Seule une femme alourdie par sa grossesse marche ainsi. « Et comment as-tu deviné que la chienne de cette tribu venait d'avoir des petits ?» La chienne qui suivait marchait par moments sur ses pattes arrière seulement, preuve qu'elle s'agrippait à une bête sur laquelle était posée sa portée. Cela, chez les chiens, nous l'avons tous constaté. Les sages qui étaient en admiration posèrent une dernière question. « Dis-nous pourquoi, en arrivant, contrairement aux autres garçons, tu as attaché ton cheval en amont. » J'ai senti la direction du vent. En aval, l'odeur du crottin de mon cheval risquait de vous incommoder. Vous, l'honorable assemblée, conclut enfin Dieb, qui fit une fois de plus l'admiration des siens. Tous les sages tournèrent leurs regards vers Ghanem son père, qui dit avec fierté « C'est ainsi. Pour saisir ce qui est hors de portée, le héros hilalien possède sa main, son sabre, mais également le bord de ses cils. » De nos jours encore, les récits des élégantes hardiesses de Dieb enchantent petits et grands. Prête-moi ta plume.
النور قولي بح عدولا بالرياح حبي ما تقولي يا ماما عاودوا لأفغانستان احتمت الليل وين كنت البارح احتمت الليل هاي Alors, on ne pouvait faire de séance de contes sans vous proposer un conte kabyle ou berbère, en tout cas. Alors, vous excuserez, s'il vous plaît, mon accent, qui ne sera sûrement pas correct. Ce conte est de Majid Laïd Amroun. Ama shahur bi at islho at irzif Ansht ou Sarou. Écoutez que je vous conte une histoire. Dieu fasse qu'elle soit belle, longue et se déroule comme un long fil. Ce conte se passe à l'époque où les animaux avaient le don de la parole et communiquaient avec les hommes. En ce temps-là, il y avait dans une contrée une famille composée de 5 membres, 4 garçons et une très jolie fille prénommée Rova. Les garçons étaient tous des gaillards. Ils tenaient tous de leur père une force herculéenne. Il était capable d'assommer d'un seul coup de poing le plus récalcitrant des taureaux. La famille était crainte et respectée. Rova, choyée et gâtée, personne ne pouvait l'approcher. L'aîné de ses frères, toujours armé d'une grosse massue, avait la faculté de fendre la terre sur plusieurs mètres en surface et en profondeur. Le puiné pouvait voir à travers les murs. Le troisième, dont l'ouïe était très fine, pouvait entendre la rosée tomber. Iselnda Matrethkef. Le quatrième était tellement habile de ses mains qu'il était capable de retirer des œufs de perdrix pendant la couvaison sans que l'oiseau s'en aperçoive. Depuis des temps immémoriaux, les Kabyles se rencontrent presque tous les soirs, des tajmat, pour commenter les nouvelles du jour, ou, quand cela est nécessaire, régler certains litiges qui peuvent parfois survenir. L'autorité de tajmat fait force de loi avant même l'existence des lois. Le bon sens était la loi. Tout à fait, au début de l'humanité, les personnes qui fautaient en public étaient immédiatement punies par Dieu lui-même, pour leur apprendre les bonnes manières et servir d'exemple aux autres. C'est ainsi que le père des 4 garçons et de Rova, en prenant la parole des tajmat et en élevant la voix, fait entendre une flatulence sonore et nauséabonde. Honteux,
humilié. Il s'assoit par terre et prend aussitôt racine. On essaye de le relever, mais en vain. Impossible de le décoller du sol sans le blesser, voire le tuer. Comme il ne peut pas rentrer chez lui, et que Thajmat est situé en contrebas du hameau, les hommes tiennent conseil et décident de lui bâtir une hutte en torchis pour le protéger des intempéries et des prédateurs, dont le terrible ogre Warzen, qui rôde autour des habitants de nuit. Comme à l'époque les serrures de porte n'existaient pas, on utilisait des cales composées contre les portes pour empêcher toute intrusion. C'est ainsi que le père des 4 gaillards et de Rova passait ses nuits et ses jours dans sa hutte de fortune. Rova, sa fille, lui amenait à manger en milieu de journée et en fin de soirée. Comme il existe de nombreux prédateurs, pour protéger le pauvre homme, Rova et son père décident d'adopter un mot de passe. À chaque fois qu'elle viendra lui donner à manger, elle dira « Etzrilk dithaburt aveva inuva » « Papa Inuva, ouvre-moi la porte, c'est moi ta fille Rova. » En l'entendant, son père lui dit « Tchun tchun tisvratinim ailli Rova. Fais teinter tes bracelets, Rova ma fille. » En entendant le tintement des bracelets en argent de sa fille, le père enlève la cale de la porte et fait rentrer sa fille qui lui donne à manger. Le manège dure quelques jours, mais un soir, tout bascule. Un ogre qui passait par là entend les propos échangés entre le père et la fille. Dès qu'elle part, il se rapproche de la hutte et dit à l'homme « Etzrilk ditapurt aveva inuva. Papa Inuva, ouvre-moi la porte, je suis ta fille Rova. » La voix de l'ogre était tellement caverneuse que l'homme n'a guère de mal à reconnaître qu'il s'agit d'un imposteur. « Tu n'es pas ma fille, éloigne-toi d'ici. Je n'ouvrirai qu'à sa voix et au tintement de ses bracelets. Passe ton chemin, maudit !» Le lendemain, en amenant à manger à son père, celui-ci fait répéter plusieurs fois le mot de passe avant de lui ouvrir la porte. Intriguée, elle lui demande pourquoi il agit ainsi. « C'est parce que, ma fille, hier, quelqu'un a voulu m'abuser. Il a imité ta voix, mais je ne lui ai pas ouvert. Ça doit être l'ogre, Warzen. Il paraît qu'il a été vu rôder dans les environs. Attention, papa, n'ouvre à personne en dehors de moi. » Après plusieurs tentatives sans succès, l'ogre décide de prendre conseil chez Amrar Azmni, le vieux sage. Il va le voir et lui dit « J'ai des maux de gorge, ma voix est enrouée, je veux qu'elle devienne aussi fluette que celle d'une jeune fille. Guéris-moi, je t'en prie. » « Ta voix est bien rauque, mon cher. Pour la rendre fluette, il n'y a qu'une solution. »« Laquelle ? » ?»« Il faut que tu t'enduises les cordes vocales d'une épaisse couche de graisse de mouton et que tu ailles à côté d'une fourmilière, que tu ouvres la bouche et que tu laisses les fourmis rentrer dedans. Elles mangeront la graisse et lubrifieront ton gosier. À la fin de cette opération, tu retrouveras une voix de jeune enfant. Foi de Amrar Azmni. À propos des bracelets dont tu m'as parlé, la solution est trop simple aussi. Tu n'as qu'à aller à la rivière et ramasser des coquilles d'escargot vides et te faire un collier que tu mettras autour du cou et que tu feras teinter pour amuser les petits. C'est une bonne initiative. Tout le monde va apprécier. » L'ogre, qui avait pris une apparence humaine, remercie Amrar Azmni et quitte les lieux pour se rendre dardard dans une fourmilière. Il s'y installe, le gosier enduit de graisse, il voit
défiler durant des heures, des milliers de fourmis. En fin de journée, quand il ouvre la bouche pour lancer un cri, il est étonné. Sa voix était aussi fluette que celle d'une petite fille. Secouant son collier, il produit le même bruit que les brasiles de Rova. Très content du résultat, dès le soir venu, il se rend à la hutte, tape à la porte et dit à l'homme emprisonné « Veveinouva, ouvre-moi la porte, c'est moi, ta fille Rova !» Pour éviter toute mauvaise surprise, le père lui dit « Fais teinter tes bracelets, Rova ma fille !» La première épreuve passée avec succès, l'ogre fait teinter son collier, dont le tintement ressemble à s'y méprendre à celui des bracelets de Rova. Abusé, le père enlève la cale de la porte pour faire rentrer sa fille. Mais en guise de fille, c'est un ogre velu, avec de grands crocs qui lui sautent dessus et qui lui dit « Tu vas mourir aujourd'hui, je vais te dévorer, père de petite fille !» Par où veux-tu que je commence à te déguster? Par la tête ou par les pieds? Commence par les pieds qui ne peuvent bouger. L'ogre commence à le dévorer. Dès qu'il arrive au tronc, Rova arrive. En trouvant la porte ouverte, elle laisse tomber le plat et lance un cri d'effroi. Malgré sa peur, elle jette un coup d'œil dedans et aperçoit la bête immonde qui dévore son papa. Ne pouvant rien faire pour lui, elle prend ses jambes à son cou pour avertir les villageois. Mais après avoir fait seulement quelques enjambées, elle est rattrapée. L'ogre l'attache à l'aide de ses longs poils et continue son horrible repas. Il l'emmène ensuite dans sa tanière pour s'en servir de repas quand il aura faim. Sachant le sort qui l'attend, Rova se met à crier à gorge déployée comme une écorchée vive à laquelle on enlève la peau. Ces cris arrivent aux oreilles de son troisième frère, celui qui a l'ouïe fine et capable d'entendre la rosée tomber. Dressant les oreilles, il dit à ses frères « Quelque chose de grave est arrivé à Rova. Il faut que nous allions de ce pas la délivrer. Ce n'est pas dans ses habitudes de traîner dehors à la tombée de la nuit. » Mus par un mauvais pressentiment, ils se rendent tous les quatre à la hutte construite autour de leur père. Ils ne trouvent que du sang et des ossements d'hommes. Point de corps de Rova. Le garçon à l'ouïe fine dit à ses frères « Notre sœur n'est pas encore morte. L'ogre l'a enlevée. Il nous faut la délivrer avant qu'il ne soit trop tard. Les cris qu'elle pousse vont me guider. » Et c'est ainsi que Rova fut retrouvée saine et sauve dans une grotte servant de tanière à l'horrible animal parti pour chasser. Il la trouve attachée avec les poils très solides de l'ogre aux poignets et aux pieds. Elle est tellement contente de voir ses frères au grand complet qu'elle éclate en sanglots, et elle leur apprend que l'ogre veut l'épouser et qu'elle ne veut pas de lui. « Ne t'en fais pas, petite sœur, nous allons te délivrer, et nous allons le tuer et venger notre père dévoré. » Pour ne pas donner l'éveil à l'ogre, ils laissent leur sœur attachée et se mettent à l'affût. Très fatigué, à force de courir après ses proies, dès qu'il rentre chez lui, l'ogre s'affale sur sa couche à côté de Rova. Le frère, capable de voir à travers les murs, surveille son sommeil. Dès qu'il tombe dans un profond sommeil, il dit à ses frères
que c'est le moment de tenter de délivrer leur sœur. Entre alors celui qui est capable d'enlever des œufs de perdrix sans que l'oiseau s'en aperçoive. Avec dextérité, il dénoue un à un les entraves très serrées. L'opération terminée, ils soulèvent leur sœur, la sortent dehors et prennent leurs jambes à leur cou. Après s'être éloignés de la tanière de l'ogre, ils se reposent un peu. Le frère à l'ouïe fine colle son oreille au sol et lance. « Warzanifak, l'ogre s'en est aperçu. Il est à notre poursuite. Il ne tardera pas à être là. »« Maintenant, c'est mon affaire, » s'écrie l'aîné à la grosse massue. La faisant tournoyer, il l'abat sur le sol avec fracas. Aussitôt, un trou géant s'ouvre devant eux. Ils s'engouffrent dedans. À ce moment, arrive l'ogre. Il sent la chair humaine, mais ne voit personne. Il tourne en rond, mais ne comprend pas. L'esprit embrouillé, il dit « Ils sont ici pourtant, mais je ne sais quoi penser. » De guerre lasse, il quitte les lieux. Pour éviter toute mauvaise surprise, les 4 frères aménagent leur cachette jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Ils veillent sur leur sœur comme sur la prunelle de leurs yeux. Après quelques mois d'attente, ils trouvent l'ogre en train de rôder autour de leur sœur. Ils le prennent tous les 4 à partie et le tuent. Victorieux, ils retournent dans leur village où ils sont acclamés en héros. Mes contes ne se terminent comme ne se termine le blé et l'orge. Le jour de l'Aïd, nous mangerons de la viande avec des pâtes jusqu'à avoir des pommettes rouges et saillantes. C'est ainsi que Benarjal Lounès nous raconte l'histoire de la chanson Avaveinouva de Idir. Bonsoir, chers amis. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani.